On s'est déjà tous retrouvés à regarder un de nos investissements en se disant « Mais le marché n'a pas bougé, alors pourquoi est-ce que j'ai perdu de l'argent ?» Aujourd'hui, on va décortiquer la raison qui se cache derrière ce paradoxe. C'est un phénomène subtil mais vraiment puissant qui touche pas mal de produits financiers et en particulier certains ETF. C'est vraiment le genre de situation qui peut rendre perplexe, n'est-ce pas? On pense avoir fait le bon pari, le marché finit par revenir à son point de départ. Et pourtant, le portefeuille, lui, affiche une perte. Il y a de quoi se poser des questions sur la logique même de l'instrument financier qu'on utilise. Et c'est là que ça devient super intéressant. Il ne s'agit pas du tout d'une erreur de gestion ou d'un problème avec le produit. Non, c'est une caractéristique qui fait partie intégrante de sa structure. C'est une conséquence purement mathématique de la façon dont ces fonds sont conçus pour répliquer des performances au jour le jour. Alors, ce phénomène, il a un nom, le bêta slippage, qu'on pourrait traduire par glissement bêta. Pour faire simple, c'est l'écart qui se creuse entre la performance de l'ETF et celle de l'indice qu'il est censé suivre. Et la cause de tout ça, c'est l'effet cumulé, l'effet des intérêts composés, des pourcentages journaliers. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment ça marche concrètement, ce fameux glissement? On va se concentrer sur son impact le plus courant et le plus vicieux, la manière dont la volatilité, les simples fluctuations du marché, peut venir grignoter la valeur d'un investissement. Pour que tout ça soit bien clair, rien de tel qu'un exemple tout simple. D'un côté, on a notre indice de référence, le CAC 40. De l'autre, un ETF inversé, donc un produit conçu pour gagner de l'argent quand l'indice, lui, en perd. On va imaginer un scénario sur juste 2 jours, c'est très court. Le premier jour, le marché baisse. Le deuxième jour, il remonte et revient exactement à son point de départ. C'est vraiment le cas d'école parfait pour voir le bêta slippage à l'œuvre. Alors, premier jour, tout se passe exactement comme prévu. Le CAC 40 perd 10%, il passe de 5000 à 4500 points. Notre ETF inversé, qui parie sur la baisse, fait son travail à la perfection. Il gagne 10%. Sa valeur passe donc de 20 à 22 euros. Jusqu'ici, tout va bien. Et c'est là, au deuxième jour, que toute la subtilité des pourcentages entre en jeu. Pour revenir de 4500 à 5000 points, l'indice ne doit pas faire plus 10%, mais plus 11,12%. C'est une règle mathématique de base. Du coup, notre ETF inversé qui réplique cette variation, mais à la baisse, va perdre 11,12% de sa valeur. En partant de 22 euros, il tombe à 19,55 €. Le bilan final, il est sans appel. L'indice CAC 40 est revenu à son point de départ. Performance nette de 0. Mais l'ETF, lui, a perdu 2,25%. Cet argent ne s'est pas évaporé à cause d'un mauvais choix de direction, mais bien à cause de la volatilité elle-même. C'est ça le bêta slippage. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à comprendre. Le vrai problème, ce ne sont pas les grandes tendances, mais plutôt l'enchaînement de hausses et de baisses, ce qu'on appelle un marché en dents de scie. Chaque aller-retour vient éroder, grignoter un peu plus la performance de ces produits. Donc, pour résumer la règle générale, c'est assez simple. Un ETF classique qui suit simplement un indice n'est pas touché. Mais dès qu'on ajoute un effet de levier ou qu'on parie sur la baisse, le fameux short, le bêta slippage fait son apparition. Et dans un marché sans direction claire, il est défavorable. Et comme on le voit bien, plus le levier est grand, plus la casse est importante. Mais attention, petite nuance importante. Cet effet mathématique n'est pas toujours négatif. Il est super important de comprendre que dans certaines conditions de marché très précises, il peut même tourner à notre avantage. Voyons un peu lesquelles. Pour bien voir la différence, comparons les deux situations. D'un côté, on a le marché volatile, celui qui zigzague sans arrêt, qui est le plus fréquent et qui grignote la performance. Et de l'autre, une tendance forte, nette, continue, sans interruption. Et dans ce cas, qui est beaucoup plus rare, l'effet de composition des pourcentages peut s'inverser et amplifier les gains. Alors, comment ça marche dans ce cas-là? Pour un ETF long à levier, si le marché enchaîne les hausses jour après jour, les gains composés vont créer une surperformance par rapport à l'indice. Et à l'inverse, pour un ETF short, si le marché s'effondre en ligne droite sans jamais rebondir, on peut aussi obtenir une performance bien meilleure que prévu. C'est encore une fois la magie des rendements composés qui joue. Bon, tout ça, c'est bien beau, la théorie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on se sert de cette connaissance pour prendre de meilleures décisions avec ce genre de produit? Alors, si on devait retenir quelques règles d'or, ce serait celle-ci. Les ETF classiques sans levier, c'est le marathon. On peut les garder sur le long terme sans souci, ils ne sont pas concernés. Par contre, les produits à levier ou inversés, c'est du sprint, pas un marathon. Ce sont des outils de trading à utiliser sur des périodes très courtes, quelques jours maximum. Les garder sur le long terme, c'est prendre un risque énorme que leur valeur se fasse dévorer par le simple bruit du marché.
Et ça nous amène au point crucial, la conclusion qu'il faut vraiment garder en tête. La réalité, c'est que les marchés qui fluctuent sans direction claire, qui zigzagouent, sont beaucoup plus fréquents que les belles tendances bien droites. Donc, sur le long terme, la probabilité que le bêta-slippage joue contre nous est bien plus élevée. Du coup, ça pose une dernière question, et elle est essentielle. Pour quiconque détient des produits comme des ETF à levier ou inversés, est-ce que ce risque mathématique, ce coût caché de la volatilité, a bien été pris en compte dans la stratégie? C'est une réflexion qui, franchement, pourrait faire toute la différence.